Les colonies sont conquises pour être exploitées. Elles permettent ainsi l'hégémonie de la puissance conquérante, une grandeur qui ne s'obtient guère sans pillage des ressources des peuples autochtones dépossédés de leurs terres par des traités fallacieux et caducs, une politique militariste sans état d'âme et des missions d'évangélisation et d'acculturation. Cependant, pour faciliter son ancrage durable, l'idéologie coloniale va se baser sur la hiérarchisation des races, tout en attisant l'antagonisme entre les différentes communautés voisines. Notre territoire et ses habitants ne feront pas exception. Afin d'exploiter au mieux le nouvel Eldorado qui constitue Djibouti-Ville, l'administration coloniale exploite les populations autochtones, tout en favorisant les populations allogènes. Les Grecs, les Arméniens, les Juifs sont ainsi favorisés et vivent dans un espace mieux aménagé et loti. Ils résident sur les plateaux du Serpent et de Djibouti, tandis que les autochtones issus des régions vivent misérablement sur les basses terres situées dans le sud de la mosquée Hamoudi. Bandar Djedid et Dar es Salaam sont des quartiers populaires qui offrent ce type de main-d'œuvre bon marché. Une ségrégation spatiale s'établit, écartant ainsi les plus démunis de la sphère urbaine d'influence, les centres d'affaires situés entre les trois plateaux et entre la place Lagarde et la place Ménélique. L'exploitation économique de la nouvelle ville commence avec l'épopée de l'aventure ferroviaire. Un train de 887 km relie Djibouti à Addis Abeba. Des travaux que débutent les ingénieurs Léon Chenet et Alfred II dès 1897. Les conditions de travail sont harassantes et les salaires sont comme des oboles. Ce sont les nomades qui en pâtissent en premier avec des taudis dans lesquels ils vivent misérablement. L'époque des trocs s'éloigne. Les sociétés nomades entrent à leurs dépens dans l'ère de la monnaie. C'est dans cette période de flottement monétaire que les sociétés traditionnelles seront outrageusement exploitées et leurs efforts colossaux sous-évalués. Les échanges dépendent de plus en plus des activités portuaires, accentuant la pauvreté des sociétés pastorales. Des années de travaux dans les tronçons ferroviaires et portuaires vont impacter dangereusement les conditions socio-économiques des populations nomades. En perdant les monopoles des caravansérails, remplacés par des trains ainsi que leurs vieux ports traditionnels des Zélars ou des Tadjoura, qui entretenaient ces commerces millénaires entre la péninsule arabique et la Corne d'Afrique. C'est désormais le port de Djibouti qui prédomine sur les côtes africaines. L'accès des dromadaires au sein de ces infrastructures portières, comme bêtes des transports, est interdit. Pour les éleveurs et les caravaniers, c'est la reconversion vers des nouveaux métiers qui empêchent de vivre décemment dans la dignité. Ils deviennent coulis, ouvriers, dockers, boys, plantants ou gardiens. Ils abandonnent l'arrière-pays où ils vivaient dignement de leur cheptel. Les plus aguerris des nomades n'ont plus rien à faire en brousse et dans leurs villages respectifs. Ils migrent dans leur capitale à la recherche d'emploi. Certains sont incorporés dans la milice indigène ou garde territoriale pour la sécurité de la ville, ancêtre de la police nationale, et les groupements nomades armés, ancêtres de la gendarmerie pour la sécurité des régions de l'intérieur. Les deux corps sont formés par les gouverneurs Chapon-Paisak au pouvoir entre 1924 et 1934. Au cours de la première moitié du XXe siècle, il n'existe pratiquement aucun système de couverture sociale et encore moins des systèmes de retraite pour les autochtones. Par ailleurs, durant les blocus de Djibouti appelés Karmiri, imposés par les Anglais sur la mer Rouge, l'administration coloniale opère régulièrement des rapts et raquettes des bétails dans l'arrière-pays contre les populations nomades. Des viols sont parfois observés par des milices étrangères, certains étant des tirailleurs africains venus d'ailleurs. C'est dans les Goda qu'aura lieu la grande révolte des Kaboba qui fut réprimée dans le sang. Plus que les salaires des misères proposés aux Djiboutiens durement exploités dans les puits torrides des salines ou puisant roches madréporiques solides et charbon dans les trains au cours des années 50 et 60, puis expulsés à cause de leur mouvement de grève dénonçant les conditions déplorables de travail ingrat, l'industrialisation de la ville de Djibouti par les sociétés telles que la compagnie ferroviaire franco-éthiopienne, les messageries maritimes ou encore la société industrielle de Djibouti crée des conditions sanitaires inouïes. Parmi ces sociétés, la société Saline est la plus meurtrière. 5 médecins dénonçant les décès précoces des sauniers et des enfants sont expulsés du territoire à cause de leurs rapports tirant la sonnette d'alarme sur les conditions d'hygiène. Ce qui explique en partie la révolte de 1949 par les sauniers dénonçant l'arrestation de Hassan Hamfare Dima, alors caissier de la société industrielle de Djibouti. En 1958, éclate encore une grande grève des dockers au port de Djibouti. Les salaires indécents et les conditions de travail dans les activités de soutages ainsi que d'autres activités plus pénibles poussent à une seconde grève en 1906 que l'administration coloniale n'hésite pas à remplacer tous les dockers en activité par d'autres dockers d'une autre communauté. En maintenant les populations divisées, le système colonial maintient la misère dans les colonies et appauvrit davantage les autochtones dont les conditions de vie ne s'améliorent pas.
la ville cosmopolite de Djibouti devient ségrégationniste dans la mesure où il n'y a aucune place pour les classes pauvres. Seuls quelques commerçants disposant des grandes fortunes sont encouragés à habiter dans la partie européenne de Djibouti. Les patrimoines matériels de ces familles françaises, juives, grecques, arméniennes et hindoues leur permettent d'édifier des bâtiments R1 et R2 respectant les plans damier. Il n'existe aucune politique envisageant de créer d'habitats décents pour les populations locales. Les seuls aménagements effectués sont faits pour l'organisation d'axes routiers à la suite de la Seconde Guerre mondiale pour mieux contrôler les quartiers populaires faits des taudis à l'aide des tôles ondulées, des planches, des sacs, des bois situés sur les périphéries. Les premiers logements sociaux sont édifiés dans les années 60 à la cité-stade en 1964, puis la cité Al-Hiba en 1968, suite à la visite du ministre des colonies Olivier Stern. Dans les bas quartiers des Bandar Jadid et des Dar es Salaam, on ne retrouve aucun système de canalisation d'eau, ni d'égout ou d'électricité au quartier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 7 bis. Dans les domaines monétaires et afin d'être compétitif vis-à-vis de la livre sterling anglaise qui domine la région, la puissance coloniale française adopte les francs Djibouti en 1949. L'objectif est de maintenir une monnaie forte, capable d'assurer la compétitivité commerciale du territoire. Mais dès l'instant où on évoque l'irréversibilité de l'indépendance, la puissance coloniale propose aux indépendantistes djiboutiens de rejoindre la zone du franc CFA. Une situation qui aurait appauvri notre pays considérablement. Un refus net sera observé par nos héros et nos leaders politiques conseillés par Saïd Ali Koubeche, qui a veillé à la stabilité monétaire du pays en continuant l'aventure avec les francs de Djibouti arrimés sur le dollar. Dans son ouvrage intitulé « Le cercle et la spirale » de Omar Ousmane Rabé, paru en 1983, il raconte et montre la planification de l'administration coloniale afin de réduire au maximum les inscriptions dans les écoles de la population locale ou autochtone, qui ne devraient pas dépasser 14% pour ne pas bouleverser les structures sociales. Mais cette situation sera inversée par la détermination de nos aînés qui ont arraché l'indépendance nationale.